Fragments d'exil, un podcast de Jalina Ourmia pour Radio Campus Orléans 88.3 FM. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fragments d'exil. Aujourd'hui, je suis avec un nouvel invité à qui je vais laisser l'honneur de se présenter. Alors, bonjour tout le monde, bonjour chers auditeurs, je suis Edmond Bolo, je suis artiste, conteur et chassier et marionnettiste. Je suis né le 18 septembre 1984, donc j'ai présentement 41 ans. Et je suis originaire du Cameroun, qu'on appelle maintenant le continent. Écoute Edmond, je te remercie déjà d'être présent, je te remercie de partager ton histoire à venir avec les auditeurs et je vais commencer par quelques petites questions. Tu as dit que tu étais camerounais, et est-ce que tu peux nous décrire ton quotidien dans ton pays d'origine et combien de temps tu y as vécu avant de venir en France? Alors, mon quotidien au Cameroun était un peu speed parce que quand j'avais l'âge de 7 ans, mais avant 7 ans, j'étais dans la capitale. Je vivais à Yaoundé. Mais dès que j'ai eu 7 ans, je suis parti rejoindre ma grand-mère au village. Donc, j'ai vécu au village jusqu'à l'âge de 15 ans et je suis remonté à Yaoundé. Et après mon parcours scolaire, donc, je suis resté au village de la classe du CE1 jusqu'en 3e. D'accord. En classe de 3e. Et après, je suis monté à Yaoundé. Et une fois à Yaoundé, je suis monté à l'âge de 18 ans, par là. Et là, je suis ancré, j'ai commencé à faire les cours du soir. Donc, c'est-à-dire voilà. Les cours du soir, c'est des cours équivalents pour le lycée ou c'était pour devenir marionnettiste ou conteur? Non, je n'étais pas encore dans le monde culturel. D'accord. Là, j'étais encore vraiment dans la vie scolaire. Mmh. Et les cours du soir, c'était l'équivalent du lycée. Mais Okay. comme en journée, il fallait que je travaille un tout petit peu. Donc, je travaillais dans les chantiers, le bâtiment. Donc, je faisais le bâtiment en journée. J'étais manœuvre parce que je n'avais qu'une qualification. Mmh. J'étais manœuvre, je travaillais dans le bâtiment. Et par la suite, je voulais poursuivre les études. Donc, je suis donc entré dans les cours du soir qui commençaient de 17h jusqu'à 22h. Et c'est par la suite que je rentrais à la maison et je partais au travail à partir de 8h. Donc, à 7h, j'étais déjà sorti de la maison. D'accord, ok. Eh ben, dis donc. Et du coup, à l'issue de ces cours du soir, est-ce que tu as obtenu un diplôme, du coup? Le baccalauréat, je suppose, ou un équivalent? Alors, dans ces cours du soir, j'ai fait parce que quand j'étais dans mon village à Ndoma, Monongombo, dans le département du Nyon-Infumu, j'avais fréquenté jusqu'en classe de 3e au collège, bon, qui est mélangé avec le lycée, bien sûr. Et là, j'ai décidé de partir à Yaoundé. Et là, ma mère, elle n'était pas trop d'accord parce que ma grand-mère allait rester seule. Et mes petits frères commençaient déjà à grandir. Et moi, je savais que mon petit frère, ma petite sœur allaient prendre la relève. Donc, du coup, moi, je suis donc parti à Yaoundé. Et à ce moment, ma mère avait décidé de ne pas me payer la scolarité. Comme je refuse de rester au village, que moi-même, je puisse me débrouiller. Et là, je n'ai donc pas voulu baisser les bras. J'ai donc pris ma vie en main. Donc, du coup, je suis donc allé m'inscrire, faire les cours du soir, et pour pouvoir payer et pour pouvoir avoir aussi un peu de revenus. Donc, en journée, je faisais donc les bâtiments, je faisais le chantier, comme je vous ai dit. Et à ce moment-là, je me suis inscrit en classe de 3e. Et en classe de 3e, je me suis inscrit à l'examen en tant que candidat libre. C'était comme ça à l'époque. Et j'ai eu mon BPC. J'ai continué jusqu'en classe de terminale où j'ai eu mon baccalauréat plus tard. Très bien. Ben, félicitations pour ton diplôme. Un peu tard peut-être, mais félicitations tout de même. Merci. Et combien ça coûte du coup la scolarité au Cameroun à peu près? Alors la scolarité, elle est sur deux bases. Il y a des écoles privées qui coûtent extrêmement cher.
où on trouve un très bon enseignement. Et il y a des écoles publiques qui sont vraiment moins chères. Mais la qualité n'est pas pareille entre les deux. Donc, c'est pas, mais tout le monde a accès à la scolarité. C'est ce que le gouvernement a fait de bien. Ils ont vraiment laissé la scolarité très, très moins chère jusqu'en classe de terminale ou les écoles publiques. Mais à partir de l'université, là, c'est là où la personne, ou l'élève, ou les parents peuvent maintenant commencer à sortir les argents pour pouvoir continuer les écoles supérieures. Et t'as plus les montants en tête de ce que tu avais dû payer pour toi tes cours du soir à l'époque? Alors, non, ça ne coûtait pas grand-chose. À l'époque, ça coûtait, j'étais à 40 000 francs CFA. 40 000 francs CFA, surtout que c'était les cours du soir. Donc, c'était speed, c'était assez rapide, ce n'était pas une journée entière. Donc, 40 000 francs CFA équivaut à peut-être à 60 ou 70 euros l'année. Ouais, Donc, maintenant, le cours du franc CFA, il est à moins de 1 euro. Donc, on est sur 60,96 € exactement pour 40 000 francs CFA. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, c'était 60 € pour l'année, du coup. C'était 60 euros pour l'année. C'était moins cher. Par contre, en journée, dans les écoles privées, ça partait dans les centaines d'euros. C'est le pourquoi je ne me suis pas permis. Parce que je n'avais personne qui pouvait me payer cette somme-là. Bien sûr. Oui, donc c'est... Et du coup, où est-ce que tu logeais durant cette période? Parce que tu as dit que tu étais parti du coup à la capitale. Et du coup, tu avais de la famille à la capitale où qui pouvait t'héberger ou pas du tout? Tu as dû vraiment te débrouiller tout seul aussi pour l'hébergement? Alors, au niveau de l'hébergement, j'ai eu cette chance-là que ma famille, côté maternel, fait partir des autochtones, des natifs de la capitale. Mm-hmm. Donc, on a des terrains, des maisons. Ma maman avait construit une maison avec plusieurs chambres. Donc, là-dedans, j'avais une chambre dans la maison. Donc, je logeais gratuitement et je mangeais également gratuitement. Donc, je ne payais pas la nourriture. Donc, je mangeais et je logeais gratuitement. Donc, c'était comme ça. Donc, ça m'a permis également d'avoir un équilibre de ce côté. Est-ce que tu peux nous parler nous expliquer aux gens qui nous écoutent et à moi-même ce que sont en fait les natifs au Cameroun? Parce que moi, je connais pas du tout. C'est un concept qui est un peu flou. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est? Alors, le Cameroun regorge 10 régions, 52 départements, 325 arrondissements, si je ne me trompe pas, et 666 dialectes, donc des tribus. Et moi, je fais partie de la tribu Beti, les Fang. Moi, je fais partie de la tribu Fang. Et la tribu Fang se retrouve, la tribu Beti sont plus dans la région du centre, donc la capitale Yaoundé. Et dans d'autres régions aussi comme le sud, l'est, il y a quelques Fang aussi là-bas. Par contre, moi, je fais partie vraiment de la tribu Beti. Et ce que j'ai appelé en amont, que j'ai appelé natif, c'est-à-dire c'est tout simplement les originaires, les autochtones, ceux-là qui sont nés là-dedans, là, que la capitale est venue les trouver. Donc, c'est par là que j'ai appelé natif. Donc, en fait, les natifs, c'est une façon de distinguer les Camerounais étant là avant la colonisation de divers pays et ceux qui sont Camerounais, du coup, après cette colonisation, finalement. C'est vraiment juste une histoire d'ancêtres et de passé, finalement. C'est un peu ça? Ou ça n'a rien à voir? Ou j'ai pas compris? Ah non, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ceux-là, des personnes qui viennent d'autres régions, comme la région du Nord Cameroun, quand ils arrivent, ils ne sont vraiment pas autochtones. Donc, eux, ils sont obligés d'acheter les terrains chez nous pour pouvoir se construire leur logement. D'accord. Ou bien louer les maisons que nous, on avait déjà construites. Donc, les personnes qui viennent des autres régions sont des personnes étrangères. Alors que nous on fait partie de la famille même. Donc, c'est cette chance-là que moi, j'ai eue. Donc, du coup, je n'ai jamais loué à Yaoundé.
Du coup, à Yaoundé et dans les autres villes au Cameroun, est-ce qu'il y a le même fonctionnement à partir du moment où on est dit un Camerounais de natif, du coup, à partir du moment où on est natif, est-ce qu'on a plus de privilèges que les autres Camerounais? Mais bien sûr, on a plus de privilèges. C'est comme ça que ça fonctionne dans chaque région. C'est comme ça, même ici en France, je pense, même ici en France, que c'est comme ça que ça fonctionne aussi. C'est-à-dire ceux-là qui sont plus parisiens, ils ont prouvé que leurs parents avaient déjà le terrain, tout ça. Bon, Oui, après, c'est vrai que oui, sur ce point-là, je te rejoins. Disons que quand on a un patrimoine, en fait, disons en France, voilà, qui se transmet, du coup, c'est plus avantageux pour certains qui, contrairement à ceux finalement qui ne partent de rien et qui doivent construire leur propre patrimoine, pardon. Mais moi, la question que je me posais surtout, est-ce que ça a un impact, par exemple, sur les études et sur le travail? Est-ce que être issu d'une telle ou telle ethnie permet justement d'avoir plus facilement un travail, plus facilement un métier au Cameroun ou pas du tout? Oui et non. Oui et non, pourquoi? Oui, sur le fait où si c'est que tu as des compétences, tu as bien fréquenté, tu as des bons diplômes, tu es cultivé, tu as des compétences, et si c'est que tu es dans ta région et qu'il y a un membre de ta famille ou bien de ta communauté qui fait partie, qui a un poste et qu'on recherche quelqu'un, vraiment la priorité, ce sera la personne autochtone, la personne, le ressortissant même de la région qu'on choisira d'abord en premier. Donc, de ce côté, oui. Maintenant, non. Sur le fait où aussi la personne n'a pas de compétences. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? On ne peut rien faire pour la personne. Donc, il faut que la personne se batte. D'abord, parce que la chance, comme on dit souvent, la chance, c'est la rencontre de l'intention et de l'opportunité. Pour moi. Parce qu'une personne qui n'a pas de qualification, qui n'a pas de niveau scolaire, ici, c'est qu'on recherche un poste que la personne, même si la personne, elle est native, on ne pourra pas la sélectionner. On pourra sélectionner quelqu'un de plus compétent d'une autre région, mais qui réside là, à Yaoundé. Ce n'est pas qu'on ira le chercher dans sa région là-bas, à part dans le gouvernement, à part les affectations. Du coup, tu as eu quand même des avantages, notamment pour l'hébergement et le logement. Tu as obtenu du coup les diplômes que tu souhaitais obtenir, mais pourquoi est-ce que tu es parti du Cameroun? Est-ce qu'il y a eu des raisons qui ont fait que tu as dû partir à un moment donné, ou est-ce que c'était un choix purement délibéré de ta part? Alors, malgré que j'ai eu les diplômes, mais cela ne m'a pas vraiment ouvert les portes comme cela se doit. Mes portes n'ont pas été ouvertes malgré les relations que j'avais, la famille, les personnes que je connaissais qui étaient bien placées dans le gouvernement. Cela ne m'a pas ouvert les portes en tant que tel. Donc, du coup, à un moment donné, je me bataillais. J'ai dû casser la pierre dans les carrières avec des macettes. J'ai dû travailler dans les briqueteries, les sociétés de fabrication de briques de terre. J'ai dû faire plein de petits boulots jusqu'au moment où j'avais pris vraiment la décision de dire que bon voilà, je fais partie des personnes autochtones de cette ville. Il est hors de question pour moi de continuer à faire des boulots pareils. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision et dit que comme j'avais deux passions, il y avait la boxe et il y avait le théâtre. Et j'ai dû choisir le théâtre pour commencer, pour aller m'inscrire maintenant dans l'école de théâtre. C'était une école privée, dans l'école de théâtre au quartier qu'on appelle le quartier Anguissa, à l'espace culturel, qu'on appelait espace culturel au vent. C'est donc comme ça là que je suis allé m'inscrire et commencer maintenant à me former. Parce que, en amont, je racontais déjà les histoires. Je racontais déjà les contes, mais je racontais les contes à mes frères, à mes frères et sœurs, en petite communauté, à mes amis, le soir. Et les contes, c'était les contes que me racontait ma grand-mère. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé et il me fallait une formation pour avoir une base. Et c'est comme ça que je suis donc parti. Et j'ai commencé donc à faire des spectacles, à être sollicité. Et j'ai commencé à voir d'autres corps de métiers dans la culture, comme les échasses, où j'ai
dû aller me faire initier dans la région de l'Ouest Cameroun, à Bafoussam, plus précisément à Bana, dans un petit village où j'ai dû me former sur les échasses. Et après, l'art de la marionnette. Et du coup, je n'avais pas, dans ma tête, ça ne pouvait même pas passer. Moi, dans ma tête, l'Europe, c'était les affaires des autres. C'était les affaires des gens qui ont des moyens. Moi, je ne pouvais même pas mettre ça, même pas dans le crépuscule de ma pensée que non, je vais y aller en Europe. Non, c'était même pas dans ma pensée. Moi, je voulais juste joindre les deux bouts, avoir de quoi manger, avoir de quoi acheter les vêtements. Si c'est que j'ai plus de moyens, moi-même acheter un autre terrain pour construire une petite maison. Donc, du coup, la culture a commencé à m'ouvrir les portes, faire le tour du Cameroun, aller dans quelques pays en Afrique. Et c'est comme ça que je suis venu en Europe pour la première fois au Jeu de la francophonie en 2013, au 7e Jeu de la francophonie, où moi, je représentais le Cameroun, où je faisais les arts de la rue. Les arts de la rue, section marionnette géante, où j'ai eu la 3e médaille. On a eu la médaille de bronze. C'est parti de la 3e médaille. Et je suis reparti au Cameroun. C'est donc après, quand je suis venu faire maintenant une tournée de spectacles de clowns, de contes et des chasses. C'est au bout de ma tournée que j'ai vu comment ici était développé. J'ai vu quelques avantages comparés à mon pays. J'ai dit, bon voilà, je vais donc m'installer ici. Je pense qu'ici, il y a beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'appels, beaucoup plus d'opportunités. Et c'est comme ça que je suis venu par avion. Les structures sont les structures qui me payaient les billets d'avion, qui m'hébergeaient, qui me nourrissaient. Donc voilà, jusqu'à un moment où dès que j'ai fini la tournée des spectacles, parce que on a commencé au Danemark, après nous sommes venus ici en France. Et une fois arrivé en France, la tournée est terminée. J'ai décidé de rester. Mon visa je n'avais plus de jours de visa, mon visa était fini. Donc, je me suis donc retrouvé maintenant sans papier. Donc, voilà. Donc, j'ai vraiment couru un risque. Petite question. Tu dis que tu as commencé conteur par les histoires que ta grand-mère te racontait. On est d'accord que ta grand-mère n'était pas du tout conteuse. Est-ce que au Cameroun, les femmes pouvaient exercer le métier en fait de conteuse? Est-ce qu'elles pouvaient raconter des histoires comme toi tu le faisais en fait, de manière professionnelle? En fait, au village, c'était vraiment pas d'une manière professionnelle. C'est quand je suis monté à Yaoundé que j'ai vu les gens vivre de ça, faire vraiment de ça, prendre de ça comme tout un métier. C'était tout un métier. Alors qu'au village, oui, les femmes racontent. Parce que les femmes aussi racontent les histoires que les arrière-grand-mères, que tout ce beau monde les racontait. Et ils racontent aux petits-enfants. Parce que pour bercer l'enfant, pour que l'enfant puisse dormir, c'est qu'on avait du mal à dormir parce que moi, je dormais à la cuisine. La cuisine, c'est quoi? Parce que dans les villages, nous avons ce qu'on appelle le salon, la maison des hommes, et il y a la cuisine, la maison des femmes. Parce que la maison des hommes est à part, c'est là où on reçoit les étrangers, c'est là où on mange à table. Et la cuisine, c'est juste pour faire à manger. Donc, c'est deux maisons vraiment bien différentes. Donc, moi, je dormais à la cuisine. Et quand je dormais comme ça, comme j'avais parfois du mal à dormir, donc ma grand-mère nous racontait souvent des histoires. Et c'est ça qui nous berçait et on aimait bien. Donc, chaque soir, elle nous racontait ça. Et à d'écouter les histoires de ma grand-mère, c'est comme ça que j'ai retenu que moi aussi, je racontais les mêmes histoires. Et c'est donc arrivé à Yaoundé que j'ai vu que, donc les gens, donc c'est tout un métier, je ne savais pas. Du coup, je suis donc allé me former et j'ai donc mélangé tout ça dans la culture. Du coup, on peut dire que tes premières histoires, c'est vraiment celles que ta grand-mère te racontait et que tu as envie de transmettre plus tard, du coup, à travers tes récits. Voilà, à travers mes récits. Mais ce que j'ai compris, c'est que après, une fois ici, là, étant donné que le climat n'est pas pareil, les animaux, plein de choses ne sont pas pareilles, il faut retravailler ces histoires pour les adapter au public d'ici
pour qu'ils puissent vraiment comprendre, être dans le bain, comme nous, quand on était petits. Parce que nous, on était vraiment dans le bain. Parce qu'on connaissait les arbres qu'on prononçait, on connaissait les animaux qu'on prononçait, on connaissait tout. Donc, je pense que nos histoires, parce que mes histoires sont vraiment les histoires traditionnelles, n'ont pas encore été modernisées. Donc, c'est à moi, c'est aux autres compteurs aussi de les moderniser. Très bien. Et tu parlais de ta tournée. Du coup, tu as fait une tournée européenne, c'est ça? Uniquement dans des pays francophones ou dans d'autres pays non francophones? En fait, c'était la tournée que j'ai faite, c'était non francophone, parce que on a eu une convention avec une compagnie française qui faisait uniquement dans les spectacles sans parole, qu'on appelle Choc Trio. Ils sont à Lusignan, vers Poitiers, Choc Trio. Et avec cette compagnie, ils sont venus au Cameroun, nous avons signé une convention, on a créé un spectacle. Nous sommes allés à l'est du Cameroun. Nous sommes allés là-bas en pleine forêt, nous avons créé un spectacle. Et c'était un spectacle sans parole. Et l'avantage avec le spectacle sans parole, c'est que ça passe partout. Donc, on a décroché des marchés au Danemark et en Italie également. Et c'est comme ça qu'on a organisé une tournée. On devait aussi continuer au Japon. Mais après, nous ne sommes plus partis. Donc, c'était juste une tournée de 2 pays, 3 pays avec la France également. Et du coup, parmi ces pays, c'est lequel que tu as eu, plutôt lequel, pas celui que tu as préféré, mais celui qui t'a marqué, où disons que tu as vraiment vu une véritable différence par rapport aux autres, que ce soit dans la manière de faire, dans l'accueil des gens, dans le regard qu'ils pouvaient poser sur toi aussi. Alors, le premier, ce qui m'a le plus marqué, il y a un truc qui m'a dérangé, c'est que, mon pays est bilingue, au Cameroun, nous sommes bilingues. Oui. Mais moi, je n'ai pas trop fait l'anglais. Alors que nous sommes bilingues, c'est une obligation. D'accord. Donc, du coup, je n'avais pas fait l'anglais. Quand je suis parti au Danemark, j'avais des blocages de langage. Je n'arrivais pas à communiquer, donc ça me gênait. Je n'arrivais vraiment pas à communiquer. C'était toujours des micmics, des trucs comme ça. Et même chose aussi en Italie. Si bien que quand je suis arrivé en France, une fois à l'aéroport, écouter les gens qui parlent français, pouvoir poser une question. Donc, ça m'a soulagé. C'est comme si on m'a déchargé d'un lourd fardeau. Et du coup, voilà, c'est ça qui m'a encouragé, ça qui m'a motivé de rester en France, de choisir la France. Par contre, dans les autres pays, c'était aussi bien. Les pays européens ont quand même cette chaleur-là de bien accueillir des étrangers. Oui, finalement, la France a été ton choix, notamment pour la langue. En fait, parler la langue, si tu te dis, ça va m'ouvrir plus de portes si je sais déjà communiquer avec les autres, communiquer avec les Français, finalement. Exactement. Et aussi pour fuir le travail, parce qu'il fallait encore aller apprendre une nouvelle langue, essayer de traduire encore les comptes en danois ou en italien, tout ça. Alors, j'ai dit non, c'est bon là. Oui, mais est-ce que un jour tu penses pouvoir, vouloir plutôt traduire tes comptes dans d'autres langues, ou moins peut-être l'anglais, qui est une langue quand même internationale, ou même si ce n'est pas en italien ou en allemand, je pense que les Européens ont quand même un niveau d'anglais qui est pas forcément pour tous excellent, mais quand même suffisamment correct pour comprendre des comptes en anglais. Est-ce que tu envisages cette possibilité ou pas du tout? Oui, j'envisage cette possibilité. Mais par contre, je n'ai pas pensé en allemand ou en italien. Moi, j'ai plutôt pensé en anglais, en chinois. En chinois? Et en russe. Oui. Pourquoi en chinois? Parce qu'en Chine, ils sont quand même nombreux. Oui. Il y a, c'est combien de millions d'habitants là-bas? Ils sont, je pense, à 1 milliard. Après, tu sais que la langue en Chine, c'est le mandarin, et que le mandarin a des déclinaisons beaucoup plus complexes que le français. C'est une des langues quand même qui est quand même très très complexe à apprendre, en tout cas au début. Et tu te sens plus de te lancer là-dedans que dans l'apprentissage de l'italien? Ah non, ce n'est pas que je vais apprendre, hein. C'est juste traduire. Ah ok, d'accord. Attends. Bien sûr que c'est bien d'apprendre tous les jours, que c'est vraiment important. Ok, donc c'est juste une volonté de traduction. Et tu ferais des représentations du coup comme tu fais en France, ou alors tu ferais par exemple des écrits, des ouvrages?
Non, je ferai des ouvrages. D'accord. Je vais vraiment là-dessus. Parce qu'il y a un livre, je suis parti en résidence, là, c'était en 2023. Je suis parti en résidence, là, c'était à Perpignan, en Canet, en Ressignon. Une résidence que m'avait offert la résidence Nora. Donc, pour une écriture, pour que je puisse écrire. Mais je n'avais pas assez de temps. Donc, du coup, j'ai écrit, j'ai d'abord laissé. Donc, je suis en train de continuer à écrire toujours. Parce Mais que le bouquin n'est pas quoi. Pardon, excuse-moi, mais c'est quoi le but de cette résidence exactement? C'est de faire un peu des séjours pour les écrivains, c'est ça? Oui, c'est donner des opportunités aux artistes de pouvoir, aux dramaturges de pouvoir écrire leurs bouquins, aux comédiens de faire leur création. Vraiment, c'est un moment vraiment intime où l'artiste est avec lui. Oui, c'est en fait c'est pour se reconnecter en fait avec son art et pas être détourné de l'extérieur en fait, du monde à l'extérieur. Exactement. D'accord. Tout est payé, logement, cachet, nourriture, transport, tout. Okay. Et c'est au bord de la mer. Ah, donc il y a vraiment un cadre en fait qui peut te pousser justement à la réflexion, quoi. C'est ça. Et ça m'a permis vraiment d'avancer avec mon livre. Donc, du coup, c'est toujours en cours. Donc, j'avais voulu d'abord l'éditer. J'avais voulu l'éditer. Je n'ai pas trouvé une bonne maison d'édition. Donc, du coup, j'ai d'abord renoncé. J'ai dit, bon, je vais encore ajouter des pages et voir également, en le sortant, comment est-ce que je vais le traduire en chinois, en anglais et en russe. Après ça, tu peux prendre des traducteurs, je pense. Je pense que... Ouais. C'est une possibilité ou tout simplement demander à si jamais parce que il me semble que tu travailles avec le CCFD Terre Solidaire si je dis pas de bêtises. Tu travailles avec nous sur le projet Fragment d'Exil. T'es même le compteur du projet Fragment d'Exil, mais on en parlera après. Mais je pense que au sein de l'association, renseigne-toi. Ça se trouve qu'il y a des personnes en fait qui parlent les langues que tu cherches et même si jamais tu connais un peu de monde, utiliser de tes relations pour trouver justement des Russes, des Chinois, des Italiens qui pourraient traduire le livre. Ça pourrait être bien. Oui, c'est une bonne idée que tu me donnes. Comme ça, là, je vais les explorer. On se pitch ensemble sur un projet à venir, j'espère. Et n'hésite pas, d'ailleurs, à me faire paraître la date de parution de ton livre, parce que j'aimerais beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les histoires. C'est quelque chose que j'adore. Donc, honnêtement, je serais très intéressée par un livre comme ça. Je pense que les gens qui nous écoutent aussi seraient très intéressés par ce histoire. Ça sent cette histoire pour les enfants, mais aussi pour les adultes, peut-être, non? C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est tout public. Vous venez d'écouter la première partie de l'histoire de Edmond. Je vous invite fortement à écouter la deuxième partie, qui est déjà disponible sur votre plateforme d'écoute préférée. Je remercie Radio Campus Orléans pour son accueil et je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie de l'histoire de Edmond. On dit que l'union fait la force. Toi et moi c'est ton pied, mon pied. Mais je frappe à la porte. Tu veux pas te lever. Bébé c'est là, fais-moi celle-là. Oh oui c'est là, bébé je veux le faire. Avec toi je connais pas comment. Chérie, mon corps réclame ta main, oh. J'ai dit que c'est ton pied, mon dos. Aujourd'hui c'est donné, donnant, oh. C'est Dieu qui t'a donné, oh. Bébé, oh. Donne-moi un peu. Bébé, oh. Chaque fois qu'on est ensemble. Bébé, oh. Tu me fais de l'effet, bébé. Je t'aimais sans me soucier de rien. Je t'aimais sans calculatrice. J'ai cédé à toutes tes caprices. Et on a dit le vol au balai pour moi,